Jean-Louis, vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque nous allons parler d'Ayrton Senna. Nous avons soumis à nos internautes l'idée de nous poser des questions. Nous avons fait notre choix, donc débutons sans plus attendre. Jean-Louis, quand Ayrton Senna a déclaré à Imola « I miss you Alain », est-ce que c'était sincère ou est-ce que c'était une demande de la télévision française? Alors déjà, ça c'est pas le genre de truc qu'on pouvait demander à Senna. Ça, faut dire les choses comme elles sont. Donc ça c'était complètement de son initiative. Voilà comment ça s'est passé. On avait signé, ou plutôt TF1 avait signé avec Senna lui-même, le fait de pouvoir enregistrer un commentaire du tour de circuit, et on était tombé d'accord sur le fait qu'il fallait le faire pendant son tour d'installation, parce qu'après il n'avait plus la tête à ça. Donc on branchait nos enregistrements sur la radio de Williams, et Senna parlait dans son casque. Et on faisait ça depuis le premier Grand Prix de la saison 1994. Et il s'est trouvé que à Imola, le vendredi matin, il a fait cette déclaration-là. C'est moi qui montais ce tour de circuit, qui adaptais ce qu'il disait à un tour lancé. Et j'avais un monteur qui s'appelait Antoine Gerhardt, qui prenait le son, qui a écouté et qui m'a appelé sur un talkie-walkie pour me dire « Jean-Louis, il faut que tu viennes parce qu'il y a une partie de l'enregistrement de Senna qui ne correspond pas du tout au circuit. » C'était ça le message. « Alain, my dear friend, I miss you. »« Alain, mon cher ami, je te regrette. » Voilà, il était plus dans son état tout à fait normal, Senna. Je pense qu'on en reparlera, mais je pense que là, il avait... Tout ça, ça avait perturbé le départ d'Alain, des Grands Prix de début de saison 94 où rien n'avait fonctionné. Il n'était pas vraiment dans son assiette à ce moment-là, je crois. Bref, il a fait ce beau message, et naturellement, on a gardé l'ensemble du message qui a fait le tour du monde. Mais je le répète, c'est pas nous qui avons demandé ça à Senna. Et il y a des gens qui ont dit, il a fait ça pour se moquer d'Alain. Nous aussi, on a un peu pensé à ça, et on a envoyé notre producteur qui s'appelait Gilles Pernet voir Senna, qui sèchement lui a fait comprendre que lui, il ne s'amusait pas à faire des bêtises pareilles. Voilà. Donc c'était vraiment sérieux. On connaît bien la relation qu'avaient Senna et Prost entre eux via la télévision. Qu'en était-il en privé? Est-ce qu'elles étaient aussi exécrables qu'on peut l'imaginer? Alors, déjà, je ne veux pas situer ces questions dans le privé. Dans le privé, je crois qu'ils s'ignoraient, tout simplement, parce qu'on ne veut pas se battre à coups de poing, de toute façon. La première année, 1988, a été vraiment excellente. La deuxième année, on sait qu'il y a eu le contrat verbal d'Imola dans lequel je ne veux pas rentrer, parce que vous écoutez l'un, il a raison, vous écoutez l'autre, il a raison aussi. Et là, la tension est devenue exécrable, mais on avait affaire à deux pointures extrêmement intelligentes. Et au moment où il fallait discuter ensemble de ce qu'on faisait sur la voiture, Senna pour le moteur, Alain pour l'aérodynamique et les réglages du châssis, ils savaient parfaitement s'entendre. Après, je pense qu'ils s'ignoraient. C'est très longtemps après, la fin de l'année 93, quand Alain a eu raccroché, que tout s'est ressoudé entre les deux garçons. Je pense d'ailleurs à l'initiative de Senna, qui a voulu faire la paix avec Alain, et ça a été une paix magnifique. Jean-Louis, si Ayrton Senna a rejoint l'écurie Williams-Renault, est-ce que c'était pas avec l'objectif, l'ambition d'égaler les records d'Alain Prost? Non, je pense que comme tous les grands champions, les très grands champions, ils savent prévoir ce qui va arriver et quelle est l'équipe qu'il faut choisir. Or, déjà, on sort de 1993, il a vu toute la saison 1993, Ayrton. Il a vu que Alain allait devenir et était devenu champion du monde, ça c'est la première chose. Donc l'écurie Williams, écurie de pointe. Et puis, il était très attentif aux moteurs. Pour Honda, c'est lui qui s'occupait des moteurs, et c'est pour ça que Honda le chérissait. Donc, il fallait qu'il choisisse le moteur Renault, et c'est pas vraiment pour battre des records ou des choses comme ça, non, c'était pour avoir la meilleure voiture du monde, et comme je l'ai déjà dit souvent avec vos entretiens, Géraldine, les grands champions font les grandes voitures font les grands champions. Voilà, c'était ce qu'il souhaitait. C'était Ayrton qui décidait lui-même et qui négociait ses contrats lui-même? Tout à fait, tout à fait. Alors ça, il y a beaucoup d'avocats toujours derrière ces garçons-là, mais celui qui prenait la décision, à l'inverse de beaucoup de pilotes de maintenant, d'ailleurs, il faut dire les choses comme elles sont, celui qui prenait la décision de faire ou ne pas faire quelque chose, vous pouvez être sûr que c'était lui. On ne pouvait pas lui proposer n'importe quoi, on ne pouvait pas lui dire n'importe quoi, il réfléchissait et il répondait. Après, les avocats s'occupaient du reste, mais c'est lui qui décidait de tout. Ça, on ne peut rien dire là-dessus. Ça, c'est une époque, Géraldine, où les Prost, les Lauda, et auparavant, avant les Stewart, décidaient de tout. Il n'y avait pas des gens qui suivaient derrière et qui nous donnaient leur grain de sel et tout, non. C'était eux les patrons. Et un Senna chez Ferrari, c'était dans les tuyaux? Ça a été dans les tuyaux au cours de l'année 90, où on voyait bien
que la Ferrari était très forte aux mains de Prost. Et que Mansell en tirait également, lui, quelques victoires. Et donc, il est venu à l'esprit de Cesare Fiorio, qui était le patron de Ferrari à l'époque, de réussir là où Ron Dennis, qui était son rival, le patron de McLaren, n'avait pas réussi. Parce que finalement, Ron Dennis, il a réussi l'association Ayrton Senna-Alain Prost sur une année. Après, c'était le feu partout. Et je pense que Cesare, il a eu envie de faire ça, en dehors du fait qu'avoir deux grosses pointures dans son équipe, c'est quand même le truc le plus formidable qui puisse arriver. Mais je crois que très vite, il a été contraint de réfléchir à autre chose, et c'est là qu'il a engagé Jean Alesi, avec de multiples avenants au contrat d'Alesi qui avait déjà signé avec Williams. Donc il a fallu payer Williams, il a fallu payer Alesi également, il a fallu donner une Ferrari à l'équipe Williams, qui naturellement l'a démonté dans la seconde pour voir comment ça fonctionnait. Oui, bien sûr, tout ça. Et donc on a vu qu'il voulait vraiment Jean Alesi. Il n'y avait pas eu Ayrton, il a eu Jean Alesi. On sait que Senna a été un peu... a lancé quelques piques à Jean-Marie Balestre. Qu'en était-il avec Bernie Ecclestone? Est-ce que vous avez des détails? Alors, ce qui s'est passé avec Jean-Marie Balestre, je pense qu'il y a une très très grosse partie de responsabilité du président Balestre. Il faut dire les choses comme elles sont. Senna n'a pas naturellement laissé ça lettre morte. Hein. C'était pas non plus un ange en permanence. Et donc il a répondu du tac au tac, et c'est allé assez loin quand même. Seulement Balestre, il avait une position importante en Formule 1, vu qu'il était président de la FIA, et qu'il pouvait quand même menacer Senna. Pour ce qui est de Bernie Ecclestone, vous savez, Bernie, il a un esprit de famille, et s'il y a eu des problèmes avec Senna, tout ça, ça a été aplani, parce que Senna, c'était l'un de ses boys. Il faut bien comprendre ça. Bernie, c'est la famille. Et franchement, avec Senna, comme avec Prost, tout se passait bien. Ce que je veux dire, c'est même si Bernie et Ecclestone n'avaient pas aimé Senna ou Prost d'une manière ou d'une autre, le duel qu'ils nous ont offert pendant des années a été tel pour la Formule 1 que Bernie n'y aurait surtout pas touché. Donc je crois que les rapports avec Bernie étaient excellents. Jean-Louis, vous auriez une anecdote à nous raconter sur l'époque Lotus-Senna? C'est pas vraiment une anecdote. Ce que je veux rappeler de cette époque, avec Gérard Ducarouge, les motoristes étaient Bernard Dudot et puis Bruno Mauduit. Bruno Mauduit surnommé Morboost, parce que le boost c'est de la pression de suralimentation, et Senna en voulait toujours plus. Donc dès qu'il s'est arrêté, Mauduit, Morboost, et donc le surnom lui restait. Le plus fort de toute cette époque, ça a été les débriefings avec Senna, parce qu'il n'y avait pas de télémesure, pas d'instrument pour rappeler ce qui s'était passé. Et Senna, tous les 10 tours, donc des courses qui comportaient 70 tours, il faut s'en rappeler, eh bien, il savait quelle avait été la pression de suralimentation à ce moment-là, quelle avait été la consommation d'essence à ce moment-là, s'il était en avance ou en arrière sur la consommation d'essence, et trucs comme ça, et comment était la voiture. Et un débriefing avec Senna, vous pouvez être sûr qu'il était là, au centre, et que tout le monde écoutait et prenait note. Et c'était lui la télémesure. Et moi, j'ai toujours trouvé ça formidable. Il y avait un moment de silence, de cathédrale dans ce stand, et il y avait Senna qui disait, voilà, il s'est passé ça, ça et ça, avec une mémoire que je crois jamais aucun pilote n'a eu. Voilà, il se souvenait absolument de tout. On sait, Jean-Louis, qu'Ayrton, après le départ d'Alain Prost, était un peu moins motivé. Est-ce qu'il envisageait encore de rester longtemps dans le milieu de la Formule 1, ou est-ce qu'il préférait se consacrer à ses œuvres caritatives? Je pense qu'il voulait rester encore dans la Formule 1, parce qu'il était, comme tous les gens, très intelligent. Il pensait bien que sa vie était là, et sa mort aussi, malheureusement. Mais ce qu'il voulait, c'était avoir la meilleure voiture. Mais il lui manquait quelque chose, on a déjà parlé de ça, il lui manquait quelque chose. Alain avait été sa cible, il n'était plus là. Senna, il connaissait bien sûr les autres pilotes, mais le seul qui l'intéressait, c'était Prost. Je le dis tout de suite, c'était la même chose pour Prost. Le seul qui l'intéressait, c'était Senna. Il ne voyait même pas les autres. Ils étaient tous les deux dans leur duel. Et je pense que Prost parti, ce n'était plus la même chose pour lui. Alors, ce qui s'est passé ensuite, le jour d'Imola, où on l'a vu démotivé, ou en tout cas pas comme il était d'habitude, il y avait eu, rappelez-vous, l'accident de Barrichello. Barrichello s'en est sorti, mais par miracle. Il y a eu la mort de Ratzenberger, qu'il ne faut jamais oublier, et qu'on oublie malheureusement trop. Mais la veille, le samedi, un pilote s'était tué, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Et donc Senna, tout ça réuni, n'était plus trop dans son assiette. Alors, bien sûr, est-ce qu'il aurait dû prendre le départ ou pas? Mais bien sûr qu'il devait prendre le départ. C'était un pilote, c'était un professionnel. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ce n'était plus la même chose, ce n'était plus la même chose. Mais Jean-Louis, est-ce que les organisateurs n'auraient pas dû annuler ce Grand Prix?
c'était très compliqué. Alors bien sûr, on va dire, l'argument de l'argent est toujours là. C'est vrai. Il est même vrai que quand Ratzenberger s'est tué, on n'aurait même pas dû légalement prendre le départ le lendemain de la course, puisqu'en Italie, l'endroit où il y a eu un accident mortel ou un mort, par conséquent, un décès, c'est comme une scène de crime, je veux dire, on est obligé de tout laisser en l'état. Donc ça n'a pas eu lieu. Est-ce qu'on aurait dû donner le départ? Ben oui, les attentes, les télés, l'argent, tout ça a fait que, ben oui, on a quand même démarré. Et Dieu sait qu'on a eu des tas de problèmes autour de ce Grand Prix. Avec la mort de Senna, avec la mort de Ratzenberger, l'accident de Barrichello, l'accident dans les stands, des spectateurs blessés dans les tribunes, des roues qu'on volait de tous les côtés. Ça a été une catastrophe. Bien sûr qu'on aurait dû arrêter, mais qui aurait pu prendre la décision d'arrêter? En tout cas, personne ne l'a fait. Jean-Louis, peut-être un peu le moment critique de cet entretien. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quel cas a eu la Williams d'Ayrton Senna? Alors, je pense qu'on a beaucoup parlé de la colonne de direction. Peut-être que c'est la colonne de direction qui a cédé. Mais il est clair que c'est Senna qui a décidé de tout ça. Et qui disait à Newey, qui était l'ingénieur, le concepteur de cette voiture, qui était pas mal d'ailleurs, il faut faire ci, il faut faire ça, je veux ci, je veux ça. Alors, est-ce que Newey a obéi et a fait cette colonne de direction trop rapidement pour qu'il soit vraiment dans le coup tout de suite? Je ne le sais pas. Est-ce qu'on a fait une enquête tout de suite derrière parce qu'il y a un juge italien qui a voulu naturellement se faire mousser pour savoir, alors qu'il y a eu la mort de Ratzenberger, sur laquelle il n'y a eu aucune enquête? Est-ce que Senna est arrivé trop vite dans le virage? Mais non, Senna, il est arrivé à la limite, comme toujours, je veux dire. Et on sait très bien que des mois auparavant, Gerhard Berger avait eu le même accident au même endroit, et en plus, la voiture avait pris feu complètement. Et Berger s'en était sorti avec des brûlures aux mains. Rien. Ce qui s'est passé pour Senna, c'est qu'un élément de suspension a cédé, et que cet élément de suspension est rentré entre le casque et la tempe, et il l'a tué quasiment instantanément. En l'occurrence, c'est ça qui s'est produit, mais ce qui s'est passé avant, personne ne le sait vraiment. Et l'enquête ne l'a pas prouvé non plus. Je sais que le casque est dans un endroit très précis en France, l'épave de la voiture est ailleurs, mais c'est tout ce qu'on peut dire. On n'a plus de raison de faire d'enquête, et l'enquête s'est arrêtée d'elle-même. Jean-Louis, est-ce que vous considérez Ayrton Senna comme le meilleur pilote de F1 de tous les temps? Est-ce qu'on peut dire ça? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on peut dire que Senna fait partie des même pas 10 meilleurs pilotes de tous les temps. Je crois que là, je vais m'abriter derrière la sagesse d'Enzo Ferrari. On ne peut pas juger un pilote en dehors de son contexte. Alors en revanche, je peux vous dire que Fangio, Clark, Stewart, Lauda, Prost, Senna, Schumacher, ça, c'est les plus grands de l'histoire, jusqu'à l'heure actuelle et jusqu'à présent. Peut-être que Vettel le sera un jour, on n'en sait rien pour l'instant. Mais c'est ça, voilà. Alors, le meilleur de tous les temps, non, je ne crois pas, il n'est pas seul, mais il n'y en a pas beaucoup. Sur l'ensemble des pilotes de F1, ils ont 7, pour moi.